Ela. Menina, mano, bem no Congolês. Boa tarde a todos. Hanalo monga bem formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Bomoko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie. Avec Digital Momo. La République démocratique du Congo en phase très très importante de son histoire, mesdames, messieurs. Cette histoire sera marquée aussi par le discours de Joseph Kabila. Vous le savez, Joseph Kabila a convoqué le congrès un peu plus tôt que prévu pour fixer l'opinion sur l'attente du Premier ministre, c'est-à-dire une procédure de la nomination du Premier ministre. Le président de la République a fixé l'opinion aussi sur la situation sécuritaire dans toute l'étendue du territoire national. En fin de compte, le président de la République avait fait allusion aussi à la situation économique un peu inquiétante en République démocratique du Congo, mais il promet que les mesures seront prises. Joseph Kabila a promis aussi, mesdames, messieurs, l'organisation des élections très très bientôt, en félicitant la Commission électorale nationale indépendante de son travail. La machine électorale est en marche. Plusieurs personnes se sont déjà fait enrôler, mesdames, messieurs. L'actualité reste dominé aussi, comme vous le savez, comme je viens de le dire, par la situation sécuritaire dans le Kasaï, mais aussi par la mort mystérieuse de deux experts de Nations Unies. Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là où ils se sont retrouvés? Ils ont été tués par qui? Vous aurez plus de précisions au cours de cette émission avec la bouche autorisée du gouvernement de la République. Il s'agit bien du porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende. Bonsoir, monsieur le ministre, et bienvenue. Bonsoir. Lambert Mende, comment allez-vous? Comment se porte la République démocratique du Congo aujourd'hui après le discours précis et concis de Joseph Kabila? Généralement, on voit Joseph Kabila faire des longs discours. Le discours qu'on a écouté, c'était assez concis, assez précis. Lambert Mende, d'abord, comment allez-vous? Ensuite, je me porte bien. Comment se porte la République? La République se porte mieux depuis que le président a mis les choses dans le droit chemin, en clarifiant les réponses aux questionnements que beaucoup se faisaient après ce qu'on peut appeler le demi-échec ou le demi-succès de ces concertations que nous avons eues au centre interdiocésain. Il y a des choses qui avaient marché, mais vers la fin, on a achoppé sur quelques points de détail, mais qui ne laissaient pas d'inquiéter l'opinion publique, mais le président, en démontrant que comme les évêques le lui ont demandé, il a repris les choses en main et il a donné des indications précises sur comment nous allons résoudre ces points sur lesquels les évêques ont achoppé malheureusement. Lambert Mende, le mandat de Joseph Kabila a expiré depuis le mois de décembre 2016 et aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler bilan déjà justement de ces 5 ans passés où nous allons estimer que c'est pas encore fini au regard de l'article 70 appuyé par l'accord de la Saint-Sylvestre? Je pense que le mandat s'est épuisé le 19 décembre, mais les fonctions du président de la République continuent à être exercées par le vainqueur de l'élection de 2011, parce que, hélas, nous n'avons pas eu d'élection jusqu'à présent. Et conformément à la Constitution, ce que les participants au dialogue aussi bien de l'Union africaine que du centre interdiocésain l'ont reconnu, le président de la République qui est là reste en fonction jusqu'à l'installation du président qui sera élu lorsque viendra le moment des élections. Il en est de même de toutes les autres institutions, Assemblée nationale, Sénat, Assemblée provinciale. Il n'y a pas de vide institutionnel. Donc, il est permis quand même de faire un petit bilan au regard de son mandat qui a expiré en décembre. Je pense que nous nous sommes adonnés à cet exercice l'année passée dans l'espoir que les choses pouvaient se faire dans les limites du temps fixé par la Constitution. Pour l'instant, nous sommes en train plus
de gérer une situation exceptionnelle de prolongation des fonctions exercées par le président de la République, au moins jusqu'à la fin de l'année. Je pense que le moment viendra, à ce moment-là, de faire le point sur ce qu'aura été cette année au cours de laquelle nous nous sommes donné le temps d'organiser les conditions pour des élections crédibles et apaisées. Une situation exceptionnelle qui pouvait bien être évitée. Est-ce que doit-on nous attendre à ces genres de situations, c'est-à-dire à ce genre de crise politique qui existe à cause de la non-organisation des élections dans les années futures? Cela s'appelle la force majeure. Il n'est pas possible de savoir ce qui va se passer. Il n'est pas possible de savoir si une guerre va éclater. Il n'est pas possible de savoir si une calamité naturelle va créer un cas de force majeure. Et pourtant, plusieurs opposants l'avaient dénoncé déjà bien avant. On parlait déjà du manque de volonté politique. Non, c'est pas un problème de volonté politique. Déjà avant, on parlait de ça. Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut me dire quelle est la volonté politique qui a créé le terrorisme dans le Kasaï central? Quelle est la volonté politique qui a créé le M23? Non, madame, ce sont des cas de force majeure. Évidemment, l'opposition est dans son rôle de vouloir donner une signification force majeure politique cas de force majeure déjà dénoncé 2 ans avant. Je n'ai pas fini ma réflexion. L'opposition est dans son rôle de donner une signification plus ou moins infamante vis-à-vis de ceux qui détiennent le pouvoir, parce que nous sommes dans une sorte de compétition, mais vous savez que objectivement, dans des situations d'insécurité, dans des situations de réduction drastique des moyens budgétaires dont l'État peut disposer à cause de la réduction inattendue et mondiale des revenus, parce que les cours des matières premières que nous pouvons vendre pour pouvoir alimenter notre trésor public ont chuté. Donc il n'y a personne, même pas plus l'opposition que ceux qui sont dans la majorité, ne peuvent avoir la possibilité de prévoir cela. Je pense qu'il faut être relativement honnête pour reconnaître qu'il y a des cas de force majeure qui peuvent arriver dans la vie des États. Dans la vie des États, aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante a fait une évolution sur l'enrôlement. Monsieur le ministre, avez-vous des informations justement sur les différentes étapes, la prochaine étape par exemple pour l'enrôlement au regard du processus électoral? Je vous ferai remarquer d'abord que si la Commission électorale nationale indépendante a pu faire ces avancées, c'est grâce au volontarisme du président et du gouvernement, qui a mis seul à disposition plus de 300 millions. Le président a même été plus précis, il a parlé de 320 millions de dollars américains. Et que toutes les bonnes âmes qui s'agitaient depuis ces dernières années à vouloir nous conduire avec des postures injonctives n'ont pas donné un seul sou vaillant. C'est avec les fonds du trésor public, avec l'argent, votre argent, mon argent, l'argent des Congolais, que la Commission électorale nationale travaille. Et donc nous l'en félicitons et nous estimons que, étant donné que nous avons pu avoir l'intelligence de confier à cette commission le rôle de pouvoir conduire toutes les opérations électorales et qu'elle ne s'est pas laissée distraire par nos petites chamailleries politiques, elle a poursuivi son travail. Il est raisonnable d'espérer que nous aurons les élections dans les nouveaux délais que nous nous sommes donnés. Vous aurez aussi besoin de l'appui des partenaires étrangers. Je préfère ne pas y compter parce que d'expérience, vous savez, je suis dans la sphère gouvernementale depuis plus d'une dizaine d'années et madame, les promesses ont été rarement tenues. Je vous invite vraiment à être très réservé par rapport aux promesses. Ceux qui promettent ne font pas toujours ce qu'ils disent. Au fur et à mesure que nous approchons des dates limites auxquelles leurs promesses doivent être exécutées, nous constatons la création de conditionnalités. On vous fait miroiter des choses et puis à la fin on vous dit non, on aurait pu le faire, mais parce qu'il y a telle condition. Et que pensez-vous des raisons avancées de ces partenaires-là? Notamment l'instabilité politique qui ne permettait pas à... Ça n'a rien à voir. Il y a des pays
pays plus instable que nous, où ils ont donné des moyens pour organiser des élections, dès lors qu'ils pouvaient s'assurer de contrôler les résultats de ces élections-là. En réalité, la résilience du peuple congolais fait craindre à certains qui ne peuvent pas contrôler ce pays. Regardez ce qu'ils ont fait du Soudan. Le Soudan était uni. Aujourd'hui, c'est eux qui ont imposé aux Soudanais de voter un référendum pour diviser le Soudan. Et qu'est-ce qui se passe au Sud-Soudan? C'est un peuple qui est en train de disparaître. Est-ce que c'est un exemple dont nous devons nous inspirer? Méfions-nous de ces bienfaiteurs qui viennent de loin. Et essayons de nous en remettre à nous-mêmes pour résoudre nos problèmes. Voilà ce que je peux donner comme conseil. Justement, on revient au discours de Joseph Kabila, où il a parlé de l'ingérence. Il a dit que le processus électoral devait être indépendant, devait être, devait être regardé et suivi par la dynamique interne, c'est-à-dire par les Congolais. Joseph Kabila insiste sur ça. Lambert Mende, pensez-vous qu'aujourd'hui, ces partenaires-là, dès lors qu'ils se sentent pas assez libres de regarder l'évolution du processus électoral, est-ce qu'ils vont venir aussi appuyer ce processus? Ils n'ont pas le droit de regarder notre processus électoral, parce que c'est un principe. Non, ils n'ont même pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Union européenne, etc. Ils observeront quand si nous estimons nécessaire qu'ils observent. C'est à nous à les inviter à observer. Ce n'est pas d'eux-mêmes qui doivent s'inviter dans le processus électoral. Je voudrais vous donner un simple exemple. Il y a mon avant-dernier séjour aux États-Unis, j'en ai parlé avec vos confrères, j'ai assisté à la fin du mandat du président Barack Obama et un incident a défrayé la chronique. C'était quoi? C'était des simples internautes russes, des hackers comme on dit, qui pénètrent dans les réseaux sociaux pour les perturber un peu, qui ont pénétré dans les réseaux sociaux du Parti démocrate américain pour essayer d'infléchir le processus électoral américain. Et comment les Américains ont-ils réagi? Le président Obama a piqué une froide colère. Il a même expulsé 35 diplomates russes avec femmes et enfants à cause de cette interférence de particuliers russes dans le processus électoral américain, en disant que le processus électoral des États-Unis a été violé dans son intégrité. Aucun étranger n'a le droit d'interférer dans le processus électoral américain. Cela a été salué par l'opinion américaine. Et en Europe, pendant la même période, lorsqu'Obama venait de quitter le pouvoir et qu'on s'apprêtait à installer le président Trump, vous savez que le président Trump est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, il avait émis quelques jugements de valeur sur l'organisation de pays alliés comme l'Europe. Il a qualifié l'OTAN d'être une organisation plus ou moins obsolète. Il a qualifié l'Union européenne d'être une structure plus ou moins vouée à la disparition. Et cela a suscité des réactions de colère, aussi bien de Paris que de Berlin. J'ai entendu Madame Merkel, j'ai entendu le président Hollande dire au président Trump d'aller se faire voir, de laisser les Européens libres de s'organiser comme ils l'entendent. Alors curieusement, je me rends compte qu'il y a des officiels américains, des officiels européens, c'est-à-dire français ou allemands, qui se permettent d'interférer dans nos élections, qui se permettent de porter des jugements sur nos institutions, alors qu'ils refusent. Dans un pays où la démocratie est encore jeune, Lambert Mende. Excusez-moi. On a une jeune démocratie. Excusez-moi, la jeunesse de la démocratie n'a rien à voir. La souveraineté des États est la même. Dites-moi, quel est le principe qui dit que lorsqu'un État est jeune, il est moins souverain qu'un autre? Aucun principe. Tous les États se valent. La souveraineté est la même. Vous êtes aussi souverain que le Japon. Vous êtes aussi souverain que le Brésil. Donc ne vous minimisez pas parce que vous avez été souverain depuis simplement 1960. Faites très attention. Lambert Mende, et si aujourd'hui il n'y a pas d'observateurs internationaux, si aujourd'hui on ne permet pas à ce qu'il y ait ce que vous qualifiez d'ingérence, Lambert Mende, d'où viendra la crédibilité du processus pour rassurer les uns et les autres, c'est-à-dire chaque partie prenante du processus électoral? Qu'est-ce que vous appelez international? Il n'y a que la couleur de la peau qui donne le caractère international à une observation et la SADC. Vous croyez que ce n'est pas international? Nous préférons une observation. La SADC qui a toujours appuyé, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec appuyer. Ah, mais bien sûr. Qui a toujours appuyé le gouvernement. Les Américains appuient aussi une partie de la classe politique congolaise. Ceux qui veulent leur vendre nos produits au prix qu'eux-mêmes fixent. Vous croyez qu'ils n'appuient personne ici? Vous croyez qu'ils n'ont pas d'amis ici?
Ils ont des valets ici. C'est même pas des amis, c'est des valets. Donc le fait d'appuyer, ça n'a rien à voir. Nous préférons, s'il y a une observation, qu'elle soit africaine. Que ce soit l'Union africaine, que ce soit la SADC, que ce soit la CIRGL, nous sommes d'accord. Cette observation-là, nous l'accueillons parce que nous aussi, nous envoyons nos observateurs dans le cadre de la SADC, de la CIRGL, de l'Union africaine, dans des élections qui se passent soit au Sénégal, soit au Mali, soit au Nigeria. Nous avons aussi des gens à nous qui partent observer dans le cadre des structures régionales. Cela s'appelle African Ownership. C'est-à-dire la récupération par l'Afrique de la solution des problèmes africains. Nous n'allons pas aller chercher en dehors du continent. Soyons au moins sûrs que nous avons des solutions. Lambert Mende, vous allez répondre... Donc cessez ce complexe vis-à-vis de la peau blanche. Lambert Mende, que répondrez-vous à ceux qui pensent que la SADC est un club des chefs d'État qui s'appuient, des dictateurs qui se soutiennent? C'est exactement les mots qu'avait utilisé l'ambassadrice Nikki Haley des Nations Unies aux Nations Unies dernièrement à New York pour qualifier les pays qui sont membres du Conseil des droits de l'homme de Genève. Un club de pays qui se soutiennent et qui ont détourné le concept des droits de l'homme de sa première signification. Et qui siège dans ce Conseil des Nations Unies? Vous avez les États-Unis, vous avez la Grande-Bretagne, vous avez la Chine, vous avez d'autres pays du monde. Donc les mots, vous savez, on les utilise selon qu'on veut ridiculiser une situation ou que l'on veut la magnifier. Ça ne nous impressionne pas. Les Africains, l'histoire de l'Afrique doit s'écrire en Afrique. Cessez ce complexe-là vis-à-vis des groupes de nations non africaines. Alors, Lambert Mende, actuellement nous sommes en pleine application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous allons prendre le point élection puisque on en parle. Dans cet accord, il est dit que les élections seront organisées en 2017, contrairement à l'accord du 18 octobre qui avait dit le contraire, qui avait plutôt été un peu réaliste, avec justement l'aval des différents experts en question électorale qui ont appuyé l'accord du 18 octobre. Lambert Mende, pensez-vous que c'est encore possible d'organiser les élections en 2017 par quelle procédure? Il me semble avoir vu le président de la commission électorale indépendante au centre interdiocésain. Il est venu faire un exposé et il me semble l'avoir entendu dire qu'il serait possible, toutes choses étant égales par ailleurs, si des conditions de sécurité lui étaient assurées, si le financement était mis à sa disposition, ainsi que la logistique, de tenir cette date-là de fin 2017. Donc c'est notre expert, donc qui travaille avec ces experts qui sont venus à la Cité de l'Union africaine. Faisons-lui confiance. Mais le problème, c'est que la situation de sécurité a semblé s'aggraver, notamment dans la région du Kasaï central. L'insécurité a quitté l'est du pays pour se répandre dans le centre du pays et il a même déjà perdu 4 préposés, égorgés par les terroristes Kamwina Sampo, des gens de la CENI. Est-ce qu'ils pourront surmonter ce problème-là? Je le souhaite. Jusqu'à présent, il ne nous a pas dit qu'il ne sera pas capable de tenir ce délai. Et donc, je n'ai pas de raison de penser qu'il ne pourra pas le faire. Après tout, il vient de dépasser plus de la moitié des électeurs enregistrés. Et au mois de juillet, il fera son rapport au Parlement. Parlons du Kasaï, Lambert Mende. Finalement, aujourd'hui, on n'a jamais vu ce qu'on est en train de voir, quand même. On l'a jamais vu, on l'a jamais connu. Cette atrocité, Lambert Mende, qu'est-ce qui se passe dans le Kasaï? Nous sommes face à un phénomène terroriste, tout simplement. J'étais outré de voir certains de vos confrères parler de milice. Une milice, étymologiquement, c'est un groupe de réservistes, pratiquement, qui est à la disposition d'un gouvernement légitime ou même un gouvernement plus ou moins totalitaire. Une milice, c'est un groupe de civils qui est à la disposition d'une armée régulière pour venir à la rescousse de l'armée régulière, pour lui fournir de nouveaux candidats qui peuvent porter les armes pour cette armée régulière. Je ne pense pas que ce phénomène Kamwina Sampo réponde à l'une ou l'autre de ces définitions. Nous sommes face à un phénomène terroriste pur. Et je suis étonné, je suis choqué de voir comment certains médias globaux, comme on les appelle, je ne parle pas de vous, je parle de médias occidentaux, qui travaillent en Afrique, définissent
les Hezbollah comme des terroristes, ils définissent les Boko Haram nigérians comme des terroristes, ils définissent les Shebab somaliens comme des terroristes, ils définissent les islamistes maliens comme des terroristes, mais lorsqu'ils arrivent au Congo, les Kamwina Sampo Kasai deviennent des miliciens. Mais pourquoi? Pensez-vous c'est pourquoi? Pourquoi cela? Il y a là d'abord un mépris, il y a là le Congo bashing, il y a là le besoin de soutenir la balkanisation du Congo, prouver au monde entier que le Congo ne peut pas vivre dans ses frontières actuelles. Il y a toujours une idée derrière les définitions que l'on met dans les réalités que l'on observe. Alors, Lambert Mende, 2 experts des Nations Unies ont perdu leur vie, dont le Kasaï. Ils étaient allés d'abord mener des investigations, bien évidemment. Est-ce qu'ils étaient accompagnés ou ils étaient soutenus par les éléments de la police nationale? Est-ce qu'ils travaillaient en coalition, c'est-à-dire avec le gouvernement de la République? Non, madame, c'est ça qui est regrettable. Les 2 experts des Nations Unies dont nous déplorons aujourd'hui la mort, monsieur Michael Sharp et madame Zaïda Catalan. Sharp, c'est un Américain, et madame Catalan, c'est une dame d'origine chilienne, qui est de nationalité suédoise, une suédo-chilienne. Ils sont arrivés en République démocratique du Congo comme experts des Nations Unies, comme leurs 6. Ils sont 6 en tout, mais ils sont venus en mission de 2 personnes pour essayer d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe dans cette région du Kasaï central. Et il semble qu'ils soient entrés même dans le territoire de la RDC sans pouvoir en référer aux autorités congolaises. Cela est possible à cause de l'accord de siège qui a été négocié avec les Nations Unies. Avec les Nations Unies, dont nous considérons que il y a des choses qui doivent être revisitées. On ne peut pas encourager ce type de collaboration. On ne peut pas entrer dans un pays sans en référer aux autorités. Et ils ont quitté Kinshasa pour aller à Kananga sans en référer aux autorités locales de Kananga. L'accord de siège le leur permet, mais l'accord de siège n'interdit pas la coopération. L'accord de siège n'interdit pas la collaboration. Mais ils n'ont pas trouvé utile de pouvoir obtenir la coopération ou l'assistance des autorités locales. Et je suis moi-même choqué, je suis moi-même surpris par ce que certains de vos confrères révèlent aujourd'hui. J'ai lu la presse avant de venir dans ce studio. Il semble qu'ils aient préféré se faire chaperonner par madame Ida Sawyer, qui est chercheuse responsable pour l'Afrique centrale de Human Rights Watch. Avec qui vous n'entretenez plus de bonnes relations. On n'a pas de bonnes relations. On ne peut pas dire qu'on a de bonnes relations avec madame Sawyer. Il semble que c'est elle qui leur a donné ce modus operandi. Ne pas coopérer avec les autorités congolaises, aller par les pistes que madame Sawyer, d'après ce que vous... Pour être libre, pour bien faire le travail. Pour être libre, oui. Malheureusement, voilà ce que cette conception du travail leur a coûté. Avec même l'interprète congolais qui était aussi le collaborateur de madame Ida Sawyer, monsieur Betou Isaac, qui est mort avec eux. C'est vraiment regrettable. On doit collaborer avec les autorités du pays où on veut faire des enquêtes, parce que moi je n'ai pas souvenance d'un cas où des problèmes répréhensibles pénalement aient été portés à la connaissance de nos autorités sans que celles-ci ne puissent réagir et ne frappent les auteurs de ces actes répréhensibles, même s'ils ont des postes importants comme officiels au sein du gouvernement, de l'armée ou de la police. C'est ça le problème. Alors, monsieur le ministre, Joseph Kabila a parlé d'une décision dans son discours, justement pour mettre fin au massacre du Kasaï. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur Mais le président a procédé à la création d'une zone militaire de défense dans le Kasaï. Vous savez que nous avions seulement 3 zones de défense. Maintenant, il vient d'en créer une spécifiquement pour l'espace kassaïen. Il y a eu une ordonnance qui a nommé même un officier général à la tête de cette zone de défense spécifique pour l'espace kassaïen, assisté de 2 colonels. Je viens de lire leur nom ce matin. Et donc... ça va se mettre en place. Ils ne dépendront plus de la zone de défense qui était située, je pense, à Lubumbashi. Maintenant, je pense que c'est dans le Kasaï même que la zone de défense va être installée. Et donc, de ce côté-là, la réponse sécuritaire va être actionnée. Mais en même temps, le ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, monsieur Chadari, avait
entrepris des actions pour que une solution de caractère politique accompagne cette réponse sécuritaire. Il a reçu la lignée de succession du chef Kamwina Sampo, si tant est que c'est à cause de cela qu'il y a des problèmes, nous en doutons, parce que le problème a même débordé le Kasaï central, où se trouve cette chefferie de Kamwina Sampo pour la province du Kasaï, pour la province du Lomami, pour la province du Sankourou, et même une incursion dans le Lualaba, d'où ils ont été chassés, du Sankourou, d'où ils ont été chassés également. Et donc là, nous constatons qu'il y a un phénomène de contagion que les sécuritaires vont nous aider à comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas de forces obscures qui essayent d'instrumentaliser cet incident qui est survenu au Kasaï central pour déstabiliser la République? Mais ça, les sécuritaires vont nous aider à y comprendre quelque chose. Oui, comprendre quelque chose. Le plus important, c'est aussi la traçabilité, de connaître le motif de revendication de ces différents groupes terroristes. Lambert Méndé, est-ce qu'on peut connaître leurs revendications? Les groupes terroristes ont toujours des revendications. Le terrorisme n'est pas quelque chose de gratuit. Il y a toujours une revendication derrière. Ça peut être la religion, ça peut être des intérêts privés, ça peut être des conflits. Le cas Kamwina Sampo. C'était un cas de conflit coutumier qui a poussé ce monsieur à créer un groupe pour faire pression sur les autorités provinciales. Et ça a mal tourné pour lui. Il est décédé et d'autres se sont emparés de son histoire pour pouvoir faire une sorte d'incursion un peu partout. Et il y a des petits conflits locaux, des conflits économiques, des conflits ethniques qui surgissent ici et là. Nous pensons qu'il faut que l'État puisse faire triompher la voie du droit. La voie du droit. Lambert Méndé, nous allons parler de l'accord de la Saint-Sylvestre qui est en train d'être appliqué. Le Premier ministre sera nommé dans quelques minutes ou dans quelques heures, comme l'a dit Joseph Kabila, 48 heures. Lambert Méndé, que répondrez-vous à ceux qui pensent que c'était une menace? Le président ne menace jamais. Le président assume ses responsabilités. La Constitution lui donne le pouvoir d'agir pour établir la régularité du fonctionnement des institutions. Lorsqu'il dit qu'on a perdu assez de temps en ces querelles intestines entre les politiciens et qu'il faut qu'en fin de compte, la partie qui a été reconnue comme devant présenter le Premier ministre puisse mettre fin à ces querelles intestines et lui présenter une liste de candidats dans laquelle il va pouvoir trouver la personne idoine pour diriger le gouvernement pendant la période préélectorale et électorale, il ne fait là que mettre en application une disposition de la Constitution que lui reconnaît l'article 69 de celle-ci. Il n'y a personne d'autre qui a ce pouvoir-là, à part l'institution président de la République. Lambert Méndé, la République a beaucoup de problèmes au niveau d'interprétation des textes. On a vu avec l'article 70, qui a été d'ailleurs assez clair. Cet article a constitué un grand débat au sein de la classe politique à cause de son interprétation. C'était très difficile. Et on connaît encore un nouveau texte, c'est-à-dire l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire où vous, les juristes, vous êtes quand même allés signer, mais pour l'appliquer, ça devient un problème, Lambert Méndé. Nous allons prendre les deux articles, c'est-à-dire ces deux points qui constituent, qui a constitué un blocage pour la mise en œuvre de cet accord par rapport à la nomination du président du CNSA. Lambert Méndé, c'était bien écrit que ce président, c'était le président du Conseil de sages du Rassemblement de l'opposition. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cela soit modifié, pour que le président de la République puisse dire devant le Congrès qu'il faudrait que le Parlement puisse traiter cette question, et pourtant l'accord a été bien clair que ce poste-là a été réservé au président du Conseil de sages du Rassemblement et non à Étienne Tshisekedi. Lambert Méndé. Il y a beaucoup d'informations qui vous manquent. Allez-y. Comme négociateur de cet accord, je sais que ce poste était réservé à M. Étienne Tshisekedi. Je peux vous le dire. Que disent les textes? Non, non, excusez-moi. Je suis en train de vous raconter. Vous m'avez demandé de dire ce qui s'est passé. Allez-y. Moi, j'étais là. Nous avions négocié un accord et nous sommes arrivés à un moment où il a été constaté que nous avions besoin, sur la proposition
de ceux qui conduisaient les bons offices, de pouvoir trouver un rôle à jouer par M. Étienne Tshisekedi, intuitu persone. C'est comme ça que l'on dit. Et nous avons estimé que, dans la mesure où M. Étienne Tshisekedi rencontrait le consensus de toutes les parties prenantes sur le rôle qui a été le sien dans la lutte pour la démocratisation dans ce pays et le rôle qui pouvait être le sien dans l'apaisement du climat politique dans notre pays, nous acceptions toutes les parties prenantes de mettre sous le boisseau nos ambitions pour que M. Étienne Tshisekedi puisse diriger le Conseil. Il était cité. Je suis en train de vous raconter les négociations. Allez-y, parce que... Je suis en train de vous raconter les négociations. Allez-y. Et l'abbé Chollet, que j'ai suivi dernièrement à la RTNC, n'a pas dit autre chose. Que M. Étienne Tshisekedi puisse diriger le Conseil national de suivi de l'accord. Mais dans un accord qui est un texte juridique, on ne met pas des noms d'individus. Un accord est toujours impersonnel. Il se fait que pendant que nous discutions de ces choses-là, M. Étienne Tshisekedi, à qui nous avions réservé, intuitu persone, consensuellement, le rôle de diriger le Conseil national de suivi de l'accord, était encore en vie. Deuxièmement, M. Étienne Tshisekedi, en vie, exerçait quelle fonction? Il était président du Conseil des sages du rassemblement des forces acquises au changement. Personne ne pouvait imaginer que M. Étienne Tshisekedi allait décéder avant d'exercer ses fonctions. Et donc, par souci d'élégance dans la rédaction des textes, nous avons mis sa qualité de président du Conseil national des sages dans ce texte, parce qu'on ne peut pas individualiser un texte juridique. Si c'est M. Tshisekedi, nous sommes d'accord, M. Tshisekedi étant vivant, étant président du Conseil des sages, nous mettons que ce poste revient au président du Conseil national des sages. Or, il se fait qu'entre le moment où nous avons conclu cet accord et avant même qu'on ne lui ait notifié cela, les évêques devaient le lui notifier, souvenez-vous, le 26 janvier, je me souviens très bien, il devait être notifié que, voilà, M. Tshisekedi, vos compatriotes vous ont choisi, intuitu persone, pour devenir président du Conseil national des sages. M. Tshisekedi a vu son état de santé s'aggraver, il a dû être transféré en Europe, et il est mort le 1er février. Ça crée une nouvelle situation. Maintenant, tout ce que nous demandons, ce n'est pas qu'il n'y ait pas un président du Conseil national des sages qui soit en même temps, président du Conseil national de suivi, qui soit en même temps président du Conseil des sages du Rassemblement. Ce n'est pas ça qui nous inquiète. Le problème, c'est qu'il nous faut une personnalité qui rencontre le même consensus que M. Tshisekedi a rencontré. Puisque le Conseil national de suivi de l'accord, madame, c'est une institution. Ce n'est pas une affaire privée du Rassemblement, ou de la majorité, ou du Front pour le respect de la Constitution. C'est une institution. Et nous avons besoin de consensus. Nous avons besoin d'une personnalité qui remplit le même consensus que remplissait M. Tshisekedi. C'est tout notre problème. Je ne sais pas si c'est trop demandé. Le deuxième point, Lambert Mende, merci de cette explication, parce que même les téléspectateurs, je ne pense pas qu'ils avaient cette explication-là, ou que c'était dit clairement, même les gens du Rassemblement étaient au courant, que c'était réservé à Étienne Tshisekedi. C'était symbolique. Pourquoi est-ce que ce n'est pas dit? Parce que dans un document juridique, il y a la lettre... Au-delà du document, c'est-à-dire pendant les arrangements... Je voudrais vous dire en deux mots. Allez-y, allez-y. Il y a la lettre et l'esprit. Dans un texte juridique, il y a toujours la lettre et l'esprit. Je viens de vous donner l'esprit de ce texte. C'est le consensus autour de M. Tshisekedi. Il n'y a pas que les mots, il y a l'esprit derrière les mots. Alors, le consensus. C'est cet esprit derrière les mots qui crée souvent des discussions, qui crée souvent des problèmes au sein de la classe politique. Le deuxième point, c'était celui de la nomination du Premier ministre procédure. Lambert Mende, pourquoi vous n'avez pas été assez clair pour que cela ne trouble pas les gens aujourd'hui? Quand on dit le Premier ministre viendra de l'opposition, Rassemblement, selon l'article 78, pourquoi vous n'avez pas... Mais terminez la phrase. Vous n'avez pas fini. Allez-y. Le Premier ministre est présenté par l'opposition, Rassemblement,
est nommé par le président de la République conformément à l'article 78 de la Constitution. Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette disposition sont fixées par un arrangement particulier. Voilà tout. Est-ce que ce n'est pas suffisamment clair? Nous nous sommes heurtés maintenant au niveau des modalités pratiques. On n'avait pas terminé les dispositions. Donc là même la lettre est claire. Article 78. Qu'est-ce qu'il y a dans l'article 78? La consultation du président. L'article 78, c'est celui qui donne au président le pouvoir de nommer après consultation du groupe qui présente le Premier ministre. Dans la Constitution, traditionnellement, c'est la majorité parlementaire. Nous supposons maintenant qu'il y a une sorte de subrogation de la majorité parlementaire, c'est-à-dire le rassemblement intègre la majorité parlementaire, pas la majorité présidentielle. Mais même lorsqu'il nomme dans la majorité parlementaire, au moment où la majorité parlementaire coïncidait avec la majorité présidentielle, le président avait toujours ce pouvoir de consultation. Il consulte au sein de la majorité parlementaire. Donc si on prend cet article au pied de la lettre, le président peut nommer n'importe qui au sein du rassemblement. Or, nous avons fait une fleur à nos amis du rassemblement en disant présenter seulement 3 noms. Nous avons réduit même les pouvoirs de consultation du président en les ramenant à 3 noms du rassemblement. Où est la difficulté? Je ne vois pas de difficulté. Sinon qu'il y a des individus qui croient qu'ils sont nés de la cuisse de Jupiter et qu'ils doivent absolument être désignés. Ça ne se passe pas comme ça en démocratie. Il faut aussi un minimum de consensus, puisqu'il s'agit d'institutions. Voilà Lambert Mende, minimum de consensus, oui. Minimum de largesse aussi. Bien sûr, bien sûr. Dans un sens comme dans un autre. Lambert Mende, l'accord de la Saint-Sylvestre a sauvé quand même le pays. Il faudrait le reconnaître. Mais personne ne le remet en cause. En quoi est-il remis en cause? Cet accord, Lambert Mende, a appuyé l'article 70. Cet article qui a été rejeté par l'autre camp. Qui a le droit, excusez-moi, a été accepté grâce à cet accord. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Allez-y. Personne n'a le droit d'accepter ou de rejeter une disposition de la Constitution, madame. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? En termes d'interprétation. En termes d'interprétation. L'interprétation de la Constitution est réservée à la Cour constitutionnelle. Qui d'autre peut interpréter la Constitution? Dites, donnez-moi le nom. Qui a le droit d'interpréter la Constitution? La Constitution elle-même dit ne peut m'interpréter que la Cour constitutionnelle. Et vous êtes en train de me dire là qu'en termes d'interprétation, ça a été accepté par qui? Il n'y a que la Cour constitutionnelle. Ils ont mis en cause même l'arrêt de la Cour. Ils n'ont pas à remettre en cause l'arrêt de la Cour. C'est interdit par la Constitution. Ils peuvent aller en prison pour ça. Lambert Mende, soyez correct, lisez la Constitution. Lambert Mende. Aujourd'hui, le problème, c'est Félix Tshisekedi qui est le candidat du rassemblement. Non. Moi, au sujet des enfants, hein. Alors, je ne parle pas de quelqu'un parce qu'il est l'enfant de quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. Parlons de principe. On va parler de principe. Le candidat du rassemblement, on ne va pas citer son nom puisque vous ne voulez pas. C'est lui le candidat Premier ministre du rassemblement. Lambert Mende. C'est lui le candidat du rassemblement. Moi, je ne suis pas au courant. Alors, aujourd'hui, on insiste 3 noms. Eux, ils disent un nom. Lambert Mende, pour élargir le champ de la paix, pourquoi ne pas accepter le seul nom là du rassemblement pour élargir le champ de la paix, s'il vous plaît. Lambert Mende, s'il vous plaît. 78, on l'envoie au panier. Lambert Mende, s'il vous plaît. C'est ça que vous dites. Comme ils ont accepté aussi que le président Kabila puisse rester en fonction jusqu'à l'installation. Ils ont accepté que le président Kabila. Ils l'ont appuyé par la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le peuple congolais, vous n'avez pas voté la Constitution en 2006. C'est dans la Constitution qu'on dit que le président, l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales restent en fonction. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'eux ont accepté que le président reste en fonction? Vous êtes en train de dénaturer l'histoire. Vous êtes en train de dénaturer le droit de notre pays. Je ne vous laisse pas dire cela. Alors, ce n'est pas eux. Donc, posez-moi la question correctement. Ce n'est pas ça. Alors, Lambert Mende, de l'autre côté, on ne le veut pas. Et aujourd'hui, Laben Cholé, après ces discussions avec Didier Reynders, l'avait dit clairement. Didier Reynders. Didier Reynders, sortez-le de notre débat.
C'est un Belge, il n'a rien à voir là-dedans. Parlez-moi de l'abbé Chollet qui est mon compatriote. C'est rien à voir avec Didier Reynders. Lambert Méndé. J'ai étudié en Belgique, je sais ce que c'est. L'abbé Chollet les gens qui cherchent des minerais au Katanga et tout ça, ça c'est votre affaire. L'abbé Chollet, s'il vous plaît, Lambert Méndé. Parlez-moi de monsieur l'abbé Chollet. L'abbé Chollet a été... Il a le droit de parler de mon pays. Il a le droit, justement, voilà. Il a dit que l'accord était clair. C'est le Premier ministre qui doit être présenté. Il a dit clairement. Est-ce qu'on peut être Premier ministre sans être nommé, madame, par le président de la République? Très bien. Est-ce qu'on peut être Premier ministre? Je vous pose la question. Peut-on être Premier ministre sans être nommé par le président de la République? On ne devient Premier ministre que par la vertu d'une ordonnance du président de la République. Les formules de rédaction n'ont rien à voir. Il y a une logique quand même juridique. N'est Premier ministre que la personne qui est désignée Premier ministre par une ordonnance du président de la République. Aujourd'hui, il y a un accord politique. Il y a un accord politique qui change, justement, qui ne change pas, mais c'est-à-dire cet accord fait en sorte qu'il puisse avoir un peu de largeur, monsieur le ministre. Non, madame, on est presque sorti dans le contexte normal. C'est une formule de rédaction. Les textes juridiques sont rédigés de cette nature-là. Quand on dit le Premier ministre est présenté par tel groupe et nommé conformément à, et qu'il y a des dispositions pratiques de présentation qui sont discutées par un arrangement particulier, mais ça dit tout. Et ce n'est pas l'abbé Chollet qui va me dire le contraire. Cet arrangement particulier, nous ne sommes pas parvenus à nous mettre d'accord là-dessus. C'est ce qu'ils ont reconnu devant le président de la République. Alors, l'abbé Outembi avait affirmé, Monseigneur Outembi avait reconnu le vrai rassemblement, c'est-à-dire aujourd'hui, puisqu'il y en a trois, Lambert Méndé. Vous êtes tout à fait à côté de la plaque. Allez-y. Monseigneur Outembi avait effectivement eu cette phrase en disant qu'il prenait acte de la désignation, de la restructuration du rassemblement, et cela a entraîné une réaction immédiate dans la salle, au sein du rassemblement. Et ils ont reconnu qu'il y avait un problème, et ils avaient commencé des contacts entre les membres du rassemblement pour résoudre ce problème. Est-ce que ce problème a été résolu? Je n'ai pas l'impression. Le rassemblement, le vrai rassemblement, on parle du vrai rassemblement. Pour vous peut-être. Pour nous, il y a un problème d'inclusivité du rassemblement. Donc aujourd'hui, il ne faut pas dire qu'il y a un vrai rassemblement et un faux rassemblement. Parce qu'avec ce raisonnement, nous avons fait échouer le dialogue de la Cité de l'Union africaine. Parce qu'il y a certains qui... vous reconnaissez que c'était un échec? Mais bien sûr, sinon nous ne serions pas allés au centre interdiocésain. Nous sommes modestes. Sinon, pourquoi serions-nous allés au centre interdiocésain s'il y avait eu inclusivité? Donc la question de l'inclusivité est importante. Et les évêques ont reconnu... Là-bas, au moins, il y a eu consensus. Là-bas, au moins, il n'y a pas eu de problème après l'adoption de l'accord. Il y a eu un problème puisque nous sommes allés au centre interdiocésain, madame. Comment vous dites qu'il n'y avait pas eu de problème? Pourquoi nous sommes allés au centre interdiocésain? Pourquoi il y a un deuxième accord que nous considérons logiquement comme un détournement, puisque le centre interdiocésain, c'était pour rendre plus inclusif l'accord du 18 octobre. Or, on a détourné les choses et c'est devenu un nouvel accord. Nous l'acceptons. Donc il ne faut pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les évêques s'en sont rendus compte et ont décidé de rabibocher les différentes tendances du rassemblement. On revient, Lambert Méndé. Et de faux rassemblements. Lambert Méndé, ça c'est selon vous. Aujourd'hui, politiquement, le vrai rassemblement est reconnu, Lambert Méndé. Par qui? Politiquement. Qui a l'attitude de reconnaître ou de ne pas reconnaître? Politiquement, le vrai rassemblement qui a l'attitude de reconnaître ou de ne pas reconnaître? Lambert Méndé. Ils sont allés devant un tribunal? Lambert Méndé. Non, excusez-moi. Vous dites le vrai rassemblement reconnu. Je dis par qui? Est-ce qu'il y a un tribunal qui a statué pour dire qu'il y a un vrai rassemblement et un faux rassemblement? Il faut arrêter avec de tels discours. Parce que ça n'arrange pas l'inclusivité. Alors, Lambert Méndé, aujourd'hui, le président de la République a consulté le rassemblement Olengankoy, et Olengankoy a proposé 5 noms. Est-ce que le président a limité ses consultations? Le président a invité tous les participants au dialogue du centre interdiocésain. Est-ce qu'Olengankoy était au dialogue du centre interdiocésain? Oui, madame. Est-ce que M. Moubaki était au centre interdiocésain? Oui, madame. Ils sont allés se faire consulter. Moi, j'étais
au centre interdiocésain, j'ai été me faire consulter par le président. Ceux qui ont refusé ont refusé. On n'allait pas aller les chercher à la pointe d'une baïonnette. Vous voulez aller, vous y allez. Et curieusement, lorsque le président clôt les consultations et fait son discours, voilà des gens qui sortent du bois pour dire « nous sommes prêts à aller nous faire consulter ». C'est un peu ridicule, il faut respecter nos institutions. Qui a dit ça? Le président. Qui a dit ça? L'autre elle a dit qu'elle était prête. Quelle elle? Il y en a 3. L'autre elle a dit qu'elle était prête à se faire. L'autre elle laquelle? Je ne cite pas les noms. Allez-y. L'autre elle a dit « nous sommes prêts à aller nous faire consulter ». Mais le président a clos les consultations. C'est la première institution du pays. Vous ne pouvez pas en même temps chercher à vouloir. Donc le président est bon seulement pour signer des ordonnances et vous ne pouvez pas le respecter comme première institution chargée de cette harmonisation, cette recherche des solutions aux dysfonctionnements institutionnels que le pays allait connaître. Le président a ce rôle-là. Il aurait fallu répondre à son invitation. Alors, Lambert Mende, l'instabilité politique a affecté l'économie du pays. C'est pas l'instabilité politique. Allez-y. C'est la détérioration des cours des matières premières que nous avons à offrir sur les marchés mondiaux. L'instabilité politique n'a rien à voir avec cela. Vous affirmez cela. Vous pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement, mais aussi. Pas nécessairement, ça veut dire. Le prix du cobalt, le prix du diamant. Pas nécessairement, ça veut dire, mais quand même. C'est pas les politiques qui ont dit à ceux qui achètent le cuivre de réduire le prix du cuivre, madame. Il ne faut pas exagérer. Les partenaires. Même la Zambie a des problèmes. L'Afrique du Sud a des problèmes. Les investisseurs. Le Nigeria a des problèmes. L'Angola a des problèmes. Les raisons avancées par. Vous croyez qu'il y a aussi là-bas des négociations où il y a instabilité politique? Les raisons avancées. C'est une récession mondiale. Les raisons avancées par les partenaires, c'est notamment l'instabilité politique qu'il y a aujourd'hui en République démocratique du Congo. Les solutions à nos problèmes viendront de nous-mêmes. Arrêtez cette dépendance culturelle. Personne ne viendra résoudre vos problèmes à votre place. Quand ils viennent vous dire ça, c'est qu'ils viennent chercher leurs intérêts. Quand comprendrez-vous cela? Alors, Lambert Mende, aujourd'hui, pensez-vous que si seulement le président de la République nommait une personne qui n'est pas présentée par le vrai rassemblement, non, pour moi, il n'y a pas de vrai rassemblement. Okay. Qui n'est pas présenté par le rassemblement de Félix Tshisekedi, aujourd'hui, pensez-vous que nous allons résoudre les problèmes? Je ne suis pas intéressé par les individus. Tout ce que je sais, c'est que le président, dans la lettre et l'esprit de l'accord, va nommer un Premier ministre issu du rassemblement de l'opposition. Quel rassemblement, Lambert Mende? Parce qu'aujourd'hui, le président de la République... on peut jouer à ça, mais est-ce que cela va résoudre le problème? Est-ce que cela va... Excusez-moi, on ne joue pas. Le président ne joue pas. Puis-je vous rappeler qu'avant même d'annoncer qu'il allait nommer un Premier ministre, le président a lancé un appel. Pourquoi est-ce que vous passez sous silence cet appel? Allez-y. Le président a lancé un appel au rassemblement pour qu'il puisse résoudre ces dissensions internes. Pourquoi est-ce que vous négligez cet appel? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas répondre à cet appel du président de résoudre leurs dissensions et de lui présenter une liste harmonisée entre eux? Le président a commencé par ça. C'est un acte de responsabilité. Un acte de responsabilité. Excusez-moi, c'est un acte de respect. Pourquoi ils n'ont pas le même respect vis-à-vis de la responsabilité oblige aussi à se respectent pas eux-mêmes. La responsabilité. Excusez-moi, pourquoi ils ne se respectent pas eux-mêmes? Un Congolais, c'est un Congolais. Il n'y a pas de Congolais plus Congolais qu'un autre. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Lambert Mende, on va évoluer parce qu'on va bientôt conclure. La responsabilité, c'est aussi tenir compte des principes. Qui a été le chef de la délégation? Le rassemblement. Qui a été chef de la délégation du rassemblement? Écoutez, vous m'amenez là dans des choses qui ne me regardent pas. Moi, je ne suis pas du rassemblement. Le premier chef de la délégation du rassemblement, c'était M. Moubaké. Et puis après, c'était M. Félix Tshisekedi. Ça, c'était leur volonté à eux. Si aujourd'hui ils ont un autre chef de délégation, vous voulez que ça me regarde en quoi? Nous avons commencé avec M. Moubaké, et puis on est passé à M. Félix Tshisekedi. Et alors, ça nous regarde en quoi? Nous avons accepté Félix, après avoir accepté Moubaké, parce que c'est eux qui nous présentent, ils disent notre chef maintenant c'est un tel. Lorsque nous étions allés aux concertations, nous avons commencé avec M. Tambwe Mwamba comme chef de file de notre délégation. À un moment donné, M. Tambwe a dû aller en mission. On a présenté M. Chadari Ramazani comme notre chef de délégation. À un moment, M. Chadari est allé en mission. M. Tambwe est revenu. Il a pris la tête de la délégation. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de chef de délégation? Qu'est-ce que ça vient faire? Un groupe a une volonté différente des volontés des individus. Il faut savoir cela. Un groupe est une personne différente de la personne de chacun de ceux qui le président de la République est considéré comme un sage de la République.
Il Sinon, connaît il les n'allait pas appeler problèmes. les gens à régler leurs Lambert Mende, laissez dissensions. finir la question. Il connaît le problème, le vrai problème. Il connaît aussi la vraie solution. Aujourd'hui, Il va nous l'annoncer aujourd'hui. pensez-vous que ce sera une solution? C'est ça. C'est qu'il va annoncer. Oui. Ça sera une solution. Parce qu'il lui appartient de donner cette solution, parce que la Constitution ne reconnaît qu'à lui le pouvoir de apporter cette solution, et il va l'apporter. Pourquoi pensez-vous que nous ayons triomphé de tous les pièges qu'on a mis sur l'existence de notre pays? Nous serions déjà balkanisés depuis la mort de pauvre Mzé Laurent Désiré Kabila. Si le président n'avait pas des solutions idoines aux problèmes de ce pays, nous serions déjà plusieurs pays. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance, il va nommer le Premier ministre, et de l'autre côté, le rassemblement, Félix Tshisekedi annonce déjà des manifestations. Nous ne sommes pas des ici. manifestations. Mais en Lambert démocratie, Mende, madame, la serez-vous- démocratie, la manifestation est une démonstration de démocratie. Vous voulez que j'aie peur des manifestations? Je dis au peuple congolais, n'ayez pas peur des manifestations. Encouragez les gens qui ont des idées à faire valoir, à manifester. Pourvu qu'ils ne cassent pas, qu'ils ne tuent pas les gens. Mais s'ils manifestent, mon Dieu, mais c'est une bonne chose. Ça prouve que nous sommes un pays démocratique. Pourquoi voulez-vous que nous ayons peur des manifestations? Lambert Mende, on va conclure. Dernière question. Que répondrez-vous à ceux qui pensent que c'est la personne Félix Tshisekedi qui fait peur? Mais peur, pourquoi? Il a tué combien de gens, ce jeune Félix? Il a tué combien de gens depuis qu'il existe? C'est peut-être la première fois qu'il allait travailler ou qu'il va travailler en politique. Si le choix du président- on ne peut si faire le choix peur du président que si se on porte tue pour des lui. gens. Mais bien sûr, on a peur de celui qui tue. On a peur de celui qui brûle. On a peur de celui qui détruit. Mais si ce n'est pas pour détruire... Politiquement, il vous fait peur, politiquement, il pèse. Et surtout avec son alliance avec Katumbi. Son père ne pesait pas. Pourquoi est-ce que nous avons décidé que son père soit président du Conseil national de suivi de l'accord? On n'avait pas peur de son père et on va avoir peur de lui? Ça n'a aucun sens ce que vous racontez là. Lambert Mende, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de nous avoir accordé beaucoup d'attention pour suivre cette émission que vous allez suivre sur la RTNC, sur Congo Web, sur www.dossierdafrique.cd, sur la page Facebook Barbara Nzimbi. L'émission de ce soir qui a élaboré pour vous les divers sujets d'actualité, l'actualité qui reste toujours dominée par le discours du président Kabila, mais aussi par l'attente de la nomination du Premier ministre. Nous avons parlé aussi de la situation sécuritaire dans le Kasaï. D'ici là, portez-vous bien, restez avec nous et nous allons vous retrouver très prochainement. Ça sera avec le même plaisir. Bonsoir. Ela. Mini yena mwana bem congolês. Boa tarde a todos. Hanalo monga bem formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos Avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. formação Donc ne bougez pas quoi. www. Bon, Moko Yambo. Moko ideal nadia tunga hat. para que possam acompanhar esta informação de Bumoko Yambo. Ela. Ô Amérique. Ela. Ô Afrique. Ela. Ô Asie. Ela. Ô Océanie. Avec Digital Momo.